Évidemment, le Stunfest, ce n'est pas seulement un festival qui s'adresse aux amoureux de la création indépendante. Non, le Stunfest, c'est plutôt un événement qui vous invite, le temps d'un week-end, à découvrir la culture vidéoludique sous toutes ses formes. Game jam, speedrun, chiptune et j'en passe, je vous propose maintenant de vous perdre dans les couloirs de ce festival aux multiples facettes. On est donc avec Mazario, qui est commentateur de Smash Bros, c'est ça? Bonjour, oui, effectivement, je suis commentateur de Smash Bros Ultimate au Stunfest 2019, cette année-là. Et je suis très content en tout cas d'y participer. Et voilà. C'est la première fois que vous venez au Stunfest? Oui, effectivement, c'est la première fois que je viens au Stunfest. De manière, c'est les quasi premières fois que je stream dans des grosses conventions comme celle-ci. Donc c'est un petit peu de stress et c'est vraiment très agréable en tout cas de voir la communauté qui se déplace. Et c'est très cool en tout cas. Comment ça se passe pour commenter un match de Smash Bros? Comment est-ce qu'on aborde ça en tant que commentateur? Alors, comme commentateur, en fait, c'est plus particulier. En fait, c'est pas comme du football. C'est pas, on va décrire les moindres faits et gestes suivant des joueurs. On va plutôt analyser, essayer d'apporter un aspect critique. Et après, justement, faire un petit peu monter la hype pour justement faire un petit peu crier les joueurs à la fin. C'est ce qu'on veut. Donc c'est un peu de l'ambiance, quoi, ambiancer les gens. Oui, c'est ça, c'est finalement. En début de match, c'est plus analyse, et vers la fin de la game, c'est vraiment ambiancer les gens, mettre le show en fait. Et qu'est-ce qui différencierait le commentaire d'une partie Smash Bros des commentaires d'un autre jeu de combat? Smash Bros c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus festif, parce que c'est un jeu Nintendo, c'est quelque chose un peu plus familial. Et non, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, c'est à peu près la même chose que les autres jeux sportifs comme Tekken. Et voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une différence du public, de gens qui participent au tournoi ou au match professionnel entre guillemets de Smash Bros et de ceux d'autres jeux de combat comme Street Fighter pour citer les classiques? Alors je connais pas très bien ces compétitifs de Tekken, Mortal Kombat ou d'autres jeux de combat, mais la communauté est quasiment pareille que les autres communautés de Street. Genre sur Smash Bros il y a beaucoup de gens hétérogènes, vu que chez moi il y a d'énormes joueurs en France qui jouent extrêmement bien comparé à plusieurs autres. Ouais, voilà, le niveau est vraiment très hétérogène et justement c'est compliqué de juger les deux, quoi. Nom d'équipe et main. Là j'ai pas de nom d'équipe, du coup je suis avec Spotilen, un collègue de Toulouse. Et mon pseudo du coup c'est Wolfbale, joueur de Chrome. En quoi Smash c'est un jeu compétitif? En fait il y a vraiment plusieurs aspects de Smash et une de ses facettes est le compétitif en fait, selon les règles qu'on permet, et c'est ça qui est génial avec Smash, en fait c'est qu'on peut vraiment modifier les règles comme on a envie. Donc après une partie des joueurs du coup ont décidé de s'orienter vraiment sur la partie compétitive et de laisser les règles de manière à vraiment avoir que la chance fonctionne le moins, on va dire que c'est vraiment du skill en fait, et c'est ça qui plaît à moi et une partie des compétiteurs, notamment ceux qui sont réunis ici. C'est vraiment de se dire si on a bien réussi à jouer, c'est vraiment parce qu'on a bien joué, c'est ça qu'on cherche vraiment à performer, trouver des nouvelles techniques et vraiment être au point là-dessus, quoi. Le jeu est récent mais il y a d'autres opus, est-ce que toi tu t'es compétiteur sur d'autres, enfin depuis plus longtemps qu'Ultimate? Oui en fait, plutôt à l'époque en fait où j'ai commencé Melee et Smash 4 en même temps il y a 3 ans en compétition. Puis petit à petit je m'étais tourné que vers Smash 4, alors même si j'adore Melee, c'était trop technique pour moi et ça nécessitait vraiment trop de temps d'entraînement. Donc Melee j'y vais toujours mais en tant que spectateur maintenant, plus pour regarder. Et Smash 4 j'étais en compétitif du coup jusqu'à la sortie d'Ultimate. Maintenant qu'Ultimate c'est que Ultimate et j'ai abandonné complètement Smash 4 parce que le jeu est plus nerveux et vraiment plus intéressant. Là on est en plein tournoi, est-ce que pour toi pour l'instant ça se passe bien? Pour l'instant ça se passe très bien, on a passé 2 tours propres, 2 victoires de 0. En fait contre des joueurs qui étaient quand même bons, qui avaient quand même bon niveau. Et là le 3ème tour va s'annoncer compliqué parce qu'on va tomber contre 2 têtes d'affiche en fait, Flo et Jeda. Donc qui sont parmi les meilleurs joueurs parisiens actuellement en France et même en Europe, et ils sont très bien classés. Mais j'ai envie de dire c'est ça qui va vraiment être intéressant et c'est pour ça qu'on est venu, quoi. Comment t'es-tu passionné pour une run sur Breath of the Wild? Alors à vrai dire en fait Breath of the Wild c'est un jeu que j'aimais beaucoup quand je jouais normalement, quoi. C'est un jeu qui m'a toujours passionné et en fait quand j'ai terminé à 100% j'étais super triste parce qu'il n'y avait plus rien à faire.
Et du coup, j'ai commencé à faire des speedruns parce que c'était un nouveau moyen d'exploiter le jeu et ses possibilités, quoi. Et au final, je me suis lancé là-dedans et aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. Comment tu t'es retrouvé à vivre ça, ta première aventure, hein, premier speedrun en live au Stunfest? En fait, j'ai simplement commencé dans ma chambre à faire des petits streams comme ça, et après avoir acheté un boîtier de capture. Et puis les followers ont grimpé et les temps ont chuté. C'est là que je suis devenu du coup premier européen pendant très longtemps. Bon, maintenant je ne suis plus, mais presque. Et du coup voilà, c'est le fait que je sois assez haut dans le classement, je pense, qui a attiré le Stunfest pour m'inviter ici, et c'est vachement cool. Breath of the Wild, c'est le premier jeu que je speedrun ever, et cette catégorie NI%, j'ai quasiment jamais rien fait d'autre. Je me suis juste entraîné un peu en All Dungeons, mais j'ai jamais trop fait de run. Mais ce NI% là, c'est la seule catégorie que j'ai fait de ma vie, et voilà, ça se passe très bien. Alors moi j'ai Breath of the Wild et j'ai vraiment découvert le speedrun. Je savais ce que c'était, mais j'ai découvert l'attrait du speedrun au Stunfest. T'aurais des conseils à me donner si je veux essayer de m'y mettre, de commencer? Bon, déjà, commencer à acheter un boîtier de capture, c'est rentable. Enfin voilà, faut se lancer, quoi. Et puis peu importe le niveau qu'on a initialement, je pense avec un peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver plus ou moins. Et voilà, faut juste de la persévérance. Ça peut prendre longtemps, et puis voilà, enfin on y arrive et ça se passe bien, quoi. Donc dans ce niveau, en fait, tu dois choper une clé pour ouvrir une porte. On peut difficilement faire plus classique. Donc ici, c'est un premier ennemi à éviter, donc il est un peu quasiment bon des fois. Je t'expliquerai après comment le gérer. Ton but, c'est de prendre le lance-roquette très vite. Ensuite, tu reviens sur tes pas. Et là, tu dois bien vérifier que tu as 100 points de vie. Important pour la suite. Et tu vas faire ton premier rocket jump. Run My Run, c'est un stand dans lequel on initie les gens au speedrun, qui est une manière de finir un jeu le plus vite possible. Et donc nous, on propose différents ateliers de 15 minutes dans lesquels on va apprendre à runner une partie d'un jeu et ensuite de laisser faire les gens essayer plusieurs fois et d'aussi battre leur propre score et être dans le tableau des scores. Les gens aiment beaucoup regarder le speedrun, c'est toujours... on me dit tout le temps oui, c'est une performance, c'est impressionnant, etc. Et peu de gens s'y essayent vraiment en fait et se disent c'est trop compliqué ou c'est peut-être pas du tout fait pour moi, j'aime bien regarder mais faire je me vois pas trop. Et notre but c'est justement de casser ce mythe-là et de dire en fait oui, c'est accessible et oui, tout le monde peut le faire. Et voilà, faire découvrir des choses que les gens n'ont pas forcément allé... voilà. Donc ce que tu peux faire, c'est tirer. Ça va la tirer vers toi et après tu peux passer sur la gauche. Ensuite tu prends la roquette et après tu reviens. Ok, ça marche. Et après tu fais donc... Parce qu'on se dit, c'est sûrement des gamers aguerris, des speedrunners de malades qui font ce genre d'atelier. Non, pas du tout. Alors moi pour le coup, je suis complètement novice dans le milieu du speedrun et les 3 personnes qui m'accompagnent ont pour le coup déjà runné plusieurs jeux, ont participé à des marathons de speedrun, ont fait sur des jeux différents, mais on est loin de se dire professionnel ou spécialiste ou je ne sais même pas si ça peut exister, mais non, notre but c'est vraiment de dire oui, c'est accessible et tout le monde peut le faire, donc voilà. Donc c'est la première fois qu'on est intervenant ici et c'est une volonté de Ducky à la base qui lui a très envie depuis très longtemps de justement démocratiser la pratique du speedrun et c'est de lui que vient l'idée principale. Après nous on était forcément, on a suivi parce qu'on était aussi dans cette volonté-là. Et donc voilà, et effectivement, on l'a proposé à la team Superplay Live qui était très intéressée, qui nous ont dit également c'est une idée qu'on avait eue aussi. En fait, tout le monde avait un peu l'idée de dire faudrait quand même faire participer les gens au speedrun, faudrait leur faire des runs. Et on l'a concrétisé cette année. Et si ça marche vraiment ce week-end, peut-être que l'année prochaine, effectivement, ça deviendra une association et quelque chose de plus poussé.
Alors Roadcap c'est quoi? Donc c'est une jeune entreprise où on fabrique des bornes d'arcade sur mesure. Une borne d'arcade c'est quoi? C'est un peu le début du jeu vidéo qu'on avait à l'époque dans les bars, plutôt dans les années 80. Donc c'est un meuble en bois la plupart du temps avec un système électronique où on va avoir des jeux vidéo dessus et ça se joue avec des joysticks et des boutons. Donc voilà, nous on propose ça et c'est surtout sur mesure. Donc c'est des bornes qui sont personnalisables à 100%. Donc ça va du bouton au joystick, le type de joystick, le type de bouton, la couleur, le type de pression, les enceintes, la taille de l'écran, la décoration aussi de la borne. Donc ça peut être du bois massif. Avec de la pyrogravure, de dessins que vous voulez intégrer. Ça peut être un personnage d'un jeu vidéo ou n'importe quoi. Ou autrement, ça peut être tout simplement des stickers en vinyle PVC qui sont collés de chaque côté avec une décoration encore une fois personnalisée. Le système pour jouer au jeu, etc., ça reprend le même principe que l'émulation. Le système électronique, le hardware, ça va marcher à base d'émulation. Donc là, moi, j'intègre à l'intérieur des Raspberry Pi. Raspberry Pi, c'est quoi? C'est un nano-ordinateur, c'est une petite carte de développement qui a la taille d'une carte bancaire, qui marche sous Linux. Donc déjà, j'ai aussi envie de valoriser le côté, la partie un peu Linux, libre de droit. Donc c'est un ordinateur, mais c'est un nano-ordinateur qui est tout petit, où il y a une distribution Linux à l'intérieur et ça marche sous Recalbox. Donc Recalbox c'est quoi? C'est un petit logiciel qui va intégrer un menu dynamique avec des images. On va pouvoir choisir notre émulateur. L'émulateur, c'est un logiciel qui va faire le même, qui va fonctionner comme une console. Donc on va avoir, je crois, si mes souvenirs sont bons, une bonne cinquantaine d'émulateurs différents. Et après, à l'intérieur, on rajoute des ROM. Donc des ROM, c'est quoi? C'est les jeux, en fait, tout simplement. Donc c'est que de l'émulation. C'est pour ça qu'une borne, elle a pas... À l'époque, il y avait une borne dédiée pour un jeu. Donc par exemple, une borne Donkey Kong ou Pac-Man. C'est la borne Pac-Man dans le bar, toute jaune, avec uniquement Pac-Man à l'intérieur. Nous, ce qu'on propose, c'est une borne qui n'est pas dédiée, mais qui est générique. Donc en gros, on peut avoir entre 10 voire 15 000 jeux dans la même borne. Ça se passe bien le Stunfest? C'est très bien, c'est très intéressant. La première fois que tu viens? C'est la première fois que je viens, oui. Et vous deux, c'est pareil? Oui, moi c'est la dame qui m'a emmené ici. C'était ton rêve de passer oui, passer à la radio c'est mon rêve et venir au Stunfest c'était le deuxième que je ne connaissais pas mais qui finalement se réalise avant, donc merveilleux. On s'est beaucoup baladé dans les stands indépendants, on est allé faire un petit tour dehors, on a bu une bière. On s'est fait un Mortal Kombat. On a profité pour s'affronter sur quelques jeux et moi j'en profite pour regarder la création indépendante parce que c'est hyper intéressant. Et aussi les petits challenges là, de jeux codés en 48 heures, je trouve ça cool. Les Game Jam. Game Jam. Les mecs qui avaient le thème sur la mire là, qui est trop cool. Enfin, on voit que c'est des mecs qui en ont sous la pédale quoi. Tu parlais de confrontation? Moi j'ai envie de savoir qui a gagné. Lui, j'entends pas. Moi, parce que je suis le prince des geeks. Je me suis découvert une nouvelle passion aujourd'hui, le jeu vidéo. Le principe de notre jeu là, c'est donc Casimir. Le principe, c'est des enfants qui visitent le studio d'enregistrement de l'émission justement Casimir. Et pendant leur visite, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais Casimir devient fou et commence à les pourchasser. Et donc on joue les enfants qui courent. En fait, c'est juste un runner avec... on a juste un bouton à appuyer pour faire sauter les enfants. Et donc on a 5 enfants qu'il faut réussir à faire parcourir les 200 mètres du studio pour qu'ils sortent et qu'ils soient sauvés de Casimir. Moi je m'y connais très peu en Game Jam, donc j'aurais aimé savoir comment ça se passe, combien vous avez de temps, est-ce que vous êtes une équipe ou est-ce que tu es tout seul à gérer ça? Comment ça se passe? En fait on a 48 heures, là pour le coup on s'est réunis donc aux locaux d'Epitech à Rennes le vendredi soir pour démarrer, et dès qu'on nous a donné le thème en fait c'était parti, les 48 heures démarraient. Sur le début on a d'abord commencé vraiment en équipe par rapport aux tables qu'on avait. On cherchait juste des idées. Là on avait un thème, on avait l'image de la mire
d'où le nom Casimir. Hein. On avait l'image de la mire qui était le thème. C'est passé sur beaucoup de choses. Il y avait l'idée de partir sur l'idée... En fait, vu que c'est la mire, on a eu l'idée de partir sur les mirages, Myrlène, des trucs comme ça. Et il y en a un qui avait proposé l'idée Casimir. Et donc c'était très intéressant. Après, comme vous le voyez pas, voilà. Mais du coup, en fait, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu, donc nous, c'était la mire. Beaucoup sont basés sur l'idée de la mire comme étant la finalité de l'écran. En fait, on a un jeu où quand on a on a des dirigeants qui veulent recevoir certains messages. Si on leur donne pas le bon message, bah, ils quittent. Et du coup, à la place de leur tête, on a une mire qui apparaît. Ou alors, on a aussi un jeu de réflexion où il faut replacer les couleurs de la mire. Et donc chacun a proposé des idées. Une fois que les idées étaient faites, on s'est séparés en différents groupes par rapport au projet qui nous intéressait le plus. Moi, je suis resté du coup sur l'idée Casimir qui était très très fun. Et on était un groupe de 6. Le truc, c'est qu'on n'avait pas grand monde pour vraiment... Enfin, on n'avait pas grand monde. On avait un seul développeur dans les 6 et 3 graphistes. Donc c'était pas compliqué en soi, mais voilà, on est parti sur une idée assez simple. Et c'est vrai que notre aventure se base essentiellement sur l'idée justement des graphismes, parce qu'on avait 3 graphistes plutôt compétents. Moi personnellement, après, j'ai pas beaucoup je m'y connais pas beaucoup là-dedans. C'était la première fois que j'y allais et je découvrais le truc. Je me suis surtout concentré sur les bruitages et l'ambiance sonore du jeu. Et pourquoi justement avoir tenté cette aventure un peu de Game Jam au Stunfest ? Parce que en fait, alors personnellement, je vais démarrer une formation donc une formation en informatique, notamment pour devenir développeur en septembre. Et au-delà de l'informatique, c'est vrai que j'avais pas non plus trop d'idées sur ce que je voulais faire. J'ai un ami qui m'a conseillé de venir à la Game Jam. Ça me permettait de voir le métier de développeur de jeux vidéo, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant. Et parce que aussi ça a été une expérience hyper cool. Les gens étaient très sympas, on a beaucoup rigolé. 48 heures, c'est court, mais nous en tout cas l'ambiance qu'il y a eu était très très bonne. On était tous là pour s'entraider, etc. Alors, donc je suis Yves des Other Days, on est un groupe de musique chiptune. Alors tu poses la question, qu'est-ce que c'est ? Chiptune, on va faire une décomposition sémantique. Qu'est-ce que c'est que la chiptune ? C'est la musique que font les anciens ordi, les anciennes consoles des années 80 et 90. Alors on peut les nommer, hein. Il y a le Commodore 64, l'Atari, l'Amiga, la NES bien sûr, la PC Engine, et puisque c'est notre souci dans l'atelier actuel, c'est vraiment ce qu'on fait sur cet atelier, la Game Boy de Nintendo, la console portable, la première au monde de 1989. Le but de l'atelier, c'est de nous inviter à composer nous-mêmes la musique chiptune. Et quand j'ai vu l'atelier, je me suis dit, on va composer, ça va être un peu de la MAO, on va peut-être composer sur ordinateur. Et là, je suis devant plein de personnes qui composent directement sur Game Boy. Donc on peut directement composer de la musique chiptune sur Game Boy. Alors oui, absolument, et c'est tout à fait l'intérêt de notre atelier, c'est qu'il y a 0 PC impliqué dans ce qu'on fait, à part le PowerPoint qu'on montre. L'outil qui est sur Game Boy de composition, il y en a 2 en fait, des outils de composition musicale sur Game Boy. Il y en a un qui s'appelle Nanoloop, qui est plutôt dédié à l'improvisation et l'évolution musicale en live, et un autre qui s'appelle LSDJ, Little Scale DJ. C'est celui qu'on présente. C'est un outil musical qui est, attention, on s'accroche, séquenceur, liver, sampler, et qui en plus, moyennant un petit peu de hardware à brancher au port Link qui permet d'envoyer des Tetris dans la gueule de son voisin, de se brancher en MIDI. Et la chiptune, j'ai l'impression que c'est... Voilà, vous me l'avez expliqué, c'est quelque chose qui est fait sur des vieilles consoles, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'encore très actuel. Je pense notamment à la musique électronique, un peu de toutes sortes, qui reprend encore certains éléments de chiptune, comme si c'était un style presque indémodable depuis qu'il existe. Ouais, alors là on peut dire qu'il y a un boom en ce moment parce que déjà il y a eu l'émergence de justement LSDJ qui permet de composer facilement sur de la Game Boy et sur du matériel qui est pas cher sans trop se compliquer la vie parce qu'il est vraiment très ergonomique ce logiciel, donc ça permet à des gens de s'y mettre plus facilement. Nous, nos ateliers sont là aussi pour les aiguiller un petit peu et leur mettre le pied à l'étrier. On peut en faire assez facilement et surtout intégrer des sons chiptune dans d'autres musiques, c'est ce qui se fait pas mal dans la pub. Et ça c'est facile, avec une Game Boy LSDJ on essaie un petit peu et on peut faire des trucs qui sont pas mal. Puis je pense qu'il y a
Oui, il y a le facteur rétro, la nostalgie qui revient. Les gens qui ont un peu vieilli mais qui restent nostalgiques de ces musiques, qui veulent pas l'oublier, donc ils la remettent au goût du jour. Et voilà, donc ouais, c'est toujours actuel. Il y a toujours des gens qui prennent des Game Boy ou d'autres machines et qui les utilisent aujourd'hui. Et donc ça fait plaisir, c'est indémodable et c'est pas encore mort.